Monsieur Chevalier, Christian Chevalier, bonjour. Bonjour. Richard Rivas, bonjour. Bonjour. C'est un peu Aviam 2 aujourd'hui, puisque la semaine dernière, nous avions fait déjà un entretien avec Richard. Et ici, nous avons son parrain, en quelque sorte, Christian Chevalier, qui est aussi membre d'Aviam. On va rappeler que c'est l'association d'aide aux victimes d'accidents médicaux et à leurs familles. Mais vous chapeautez le Grand Sud-Ouest, d'après ce que j'ai pu comprendre. Oui, tout à fait. Je chapeaute donc tout Midi-Pyrénées, tout l'Aquitaine, et ensuite je vais aussi sur le Roussillon. D'accord. Ça me fait à peu près dans les 24 départements à m'occuper. Donc vous êtes bien content d'avoir trouvé Richard qui lui, a priori, serait un permanent d'Aviam pour la Dordogne et la Gironde peut-être. Tout à fait, oui, d'autant plus qu'il est déjà pratiquement médical, donc c'est un peu ma recherche. De fait que, bon, ils sont déjà un peu dans le système et je pense que j'ai presque pas à le former parce qu'au niveau médical, il peut même m'en apporter. Mais peut-être qu'au niveau juridique, il a besoin un peu de formation. Alors, au niveau juridique, oui. Bon, par contre, comme je disais tout à l'heure à M. Rivas, dans son bureau, moi, je suis un peu autodidacte. D'accord. Je suis juriste parce que mon métier était dans l'assurance. D'accord. Mais ensuite, donc, tout le médical, je l'ai appris en accompagnant mes adhérents dans les expertises. Et donc, quand on a fait quand même 10 ans d'expertise, je pense qu'on peut répondre. Ensuite, on connaît les termes techniques qui sont quand même assez difficiles à comprendre pour accompagner les personnes. Richard, ta permanence, elle a lieu au centre Jules Ferry, donc au centre-ville de Bergerac, à la Maison des Associations. C'est le mercredi soir de 18h à 20h. Tu as commencé récemment. Est-ce que tu as déjà eu les premiers dossiers ? J'ai deux dossiers, mais c'est des dossiers que j'avais juste quand j'ai contacté Monsieur Chevalier. Et donc on a un souci, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu m'insérer sur le site de Daviam au niveau des référents, mais ça va être fait incessamment. Donc ça va se construire progressivement. On va peut-être rappeler quand même quelques chiffres et puis pour revenir sur les objectifs de l'association. La semaine dernière, on a vu que c'était 18 000 accidents médicaux considérés comme graves par an et pas par jour. Quand on voit les objectifs de l'association, l'un des problèmes qui se pose, c'était que le patient doit apporter la preuve que c'est bien une faute médicale. Et l'Aviam a été créé en 1986 après de longs combats pour monter cette association. Monsieur Chevalier, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les objectifs d'Aviam? Oui, alors pour faire un peu l'historique, je voulais quand même faire un peu l'historique pour revenir un peu sur certaines parties de l'historique. Il faut savoir quand même que c'est un bâtonnier qui a donc créé l'Aviam, le bâtonnier Julia, et qui a créé suite justement à un problème de famille. À savoir sa fille qui avait été donc qui a eu une injection d'une péridurale et qui est restée infirme. Et donc, le monsieur Julia, le bâtonnier, a mis pratiquement 12 ans pour faire indemniser sa fille. Et ça l'a incité, si vous voulez, à créer cette association qui au départ donc était régionale et qui par la suite donc est devenue nationale. Où à l'époque on avait par même 15 régions et qui malheureusement sont en train de devenir plus petites du fait du manque de bénévoles. Manque de bénévoles. Voilà. Tous les personnes qui font appel à Aviam deviennent adhérents à l'association, c'est une des conditions. Oui, c'est presque une obligation. Oui. Dès qu'on monte un dossier, donc on rentre dans le système adhésion, une adhésion qui est vraiment minime puisqu'elle sert surtout à payer tous les frais qui s'annexent à ces contrats, à ces adhésions. Et donc, c'est une adhésion de 50 € par an. D'accord. C'est vraiment minime. Et il y a combien d'adhérents actuellement au niveau national? Alors moi, sur mon secteur, je dois avoir à peu près dans les 600 adhérents. D'accord. À peu près sur 24 départements. D'accord. Mais bon, je suis en train peut-être d'aller un peu trop loin, mais les adhérents ne sont pas fidèles. Ça voulait dire qu'une fois que le dossier est traité... Oui, voilà, tout à fait, oui, c'est malheureux à dire. Ça veut dire qu'il y a eu 600 dossiers, 600 cas... J'ai traité l'année dernière, j'ai traité pratiquement presque 200 dossiers. 200 dossiers, d'accord. Et actuellement, je dois être à peu près à mi-parcours, on n'est même pas mi-parcours, au bout de 5 mois, je dois être aux alentours de 100 dossiers. Tout confondu, tout confondu. Dossier, c'est-à-dire à l'amiable, et dossiers présentés ou dans les CRCI,
ou dans les tribunaux. Est-ce que ces dossiers ont une postérité plutôt positive ou négative dans l'ensemble? Bien, comme je le disais tout à l'heure à M. Rivas, je l'incite ardemment à présenter des dossiers qui tiennent la route. Et je suis contre le fait de dire à une personne ou à un adhérent on va gagner alors qu'on est sûr pratiquement qu'on n'obtiendra pas gain de cause. Donc il y a une sorte de tri qui se fait. C'est obligatoire qu'il se fasse le tri. D'accord. On ne peut pas dire à une personne vous allez être indemnisé alors qu'on sait très bien qu'on ne sera pas indemnisé. Vous avez des exemples comme ça de dossiers que vous avez rejetés parce qu'indéfendables? Ben oui, j'en ai 50 dossiers comme ça. Quand on a affaire à présenter des faibles. Mon premier dossier que j'ai présenté, ça va faire à 10 ans, c'était une dame des PO qui avait Pyrénées-Orientales, oui, qui avait eu une petite intervention à l'œil et donc elle avait une cicatrice ici. Cette personne avait 85 ans et donc elle m'avait fait présenter un dossier mais qui a été rejeté parce que il n'y avait presque plus rien. Ça a été mon premier dossier et il a fait référence. D'accord. Alors vous-même, on vient de parler du bâtonnier qui était à l'origine de l'association. Est-ce que vous-même, c'est pour des raisons personnelles que vous avez adhéré à Aviam? Alors, je vais vous expliquer vite fait. Ma femme connaissait donc la famille rivale, la famille Julia. Oui. Et donc, un jour, par visite de courtoisie à l'étude de maître Julia, qui je ne connaissais pas, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Alors, j'ai répondu que j'étais assureur. Il a fait un temps en arrière, il m'a dit, vous m'intéressez, il m'a dit. Et quand j'ai quitté Maître Julia, il m'a dit, Monsieur Chevalier, au revoir, Monsieur le Président. Et voilà, c'était mon départ. Et c'est vrai que ça a été un peu dur parce qu'on m'a jeté à la hâte dans cette association où je ne connaissais rien du tout. Je ne connaissais pas les procédures et surtout qu'avant il n'existait pas la loi du 4 mars 2002. Oui, donc on était obligé de passer, on était vraiment un peu dans l'inconnu. Bon, la loi du 4 mars 2002 a bien arrangé les choses maintenant. On reparlera du cadre législatif tout à l'heure, mais justement, pour revenir sur les assurances, on avait levé un peu ce lièvre la semaine dernière en disant que ça pouvait être pour les assurances une sorte de pain béni, de marché, ces accidents médicaux. Du pain béni, non, parce que de toute façon, les assureurs, d'une façon ou d'une autre, suivant bien sûr les présentations de dossiers, ils payent quand même. D'accord. Et quelquefois, c'est des sommes importantes. Bon, on pourrait très bien envisager, je reviens encore sur la discussion de la dernière fois, qu'un assureur propose à ses adhérents, à ses cotisants, une assurance spécifique pour justement les erreurs médicales en faisant payer assez cher. Oui, ça existe déjà dans les dossiers. Enfin, il y a des protections juridiques que l'on appelle. D'accord. Ce sont quelquefois des contrats spécifiques. Là, je parle pour les patients, pas pour les médecins. Pour les patients, d'accord. Tout à fait. Et bien souvent, on trouve dans les responsabilités civiles incendie, on trouve une protection juridique aussi. Et moi-même, au niveau association, je m'en sers beaucoup pour justement faire défendre les intérêts des patients, des victimes. Bien. Donc si l'Aviam a été créé en 86, ça voulait dire que le cadre législatif était imparfait. Le cadre était imparfait et c'est d'ailleurs pour ça que le bâtonnier Julia, en 1992, avait commencé déjà à faire une ébauche de la loi qu'il a présenté au législateur, mais le législateur n'était pas encore apte à prendre cette loi et donc l'avait rejetée. Et il a amélioré la loi, enfin les ébauches de la loi plutôt, et en 1998, il a représenté ce document. Et là, par contre, ça commençait à remuer. Et il a fallu la venue du docteur Kouchner pour que lui présente une loi au Parlement et soit adoptée. Alors il faut quand même savoir que la loi, les prémices de la loi qu'avait fait le bâtonnier Julia étaient quand même plus favorables aux victimes que ne l'est maintenant avec le législateur. Le législateur l'a un peu pas bonifié, au contraire il a un peu durci, ce qui fait qu'on a quand même on est contraint par des critères un peu durs. Donc ce cadre législatif permet ensuite, va avoir des conséquences sur l'aspect juridique des dossiers. Est-ce que ça voulait dire que la justice ne faisait pas ou mal son travail avant? Non, c'est pas une histoire de justice, c'est surtout une histoire de pécunier. D'accord. C'est les avocats qui prennent les affaires en main. Et puis je ne vais pas dire je vais pas être les obligeables les avocats, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas payer d'avocat. D'accord. Il y a une assistance juridique pourtant qui peut exister, oui, mais qui n'est pas. Je ne vais pas quand même non plus là
combattre les avocats, mais c'est vrai qu'avec une juridique banale, les avocats en font que pour ce travail. Ils ne suivent pas les dossiers. Il faut dire ce qu'il y a, il faut dire. Oui, Et tu partages ces propos, toi, Richard? Oui, je partage. Ouais. Bien. L'aide juridique, pratiquement, est une chose. Ils sont très peu payés, il faut le reconnaître. Je reconnais que c'est minime. Hein. Donc ils en font pour l'aide juridique. Ouais. Bien, d'ailleurs, j'ai trouvé donc un communiqué d'un cabinet d'avocats concernant Aviam qui s'attaque évidemment un peu à Madame Julia, qui est la présidente d'Aviam, sur le fait qu'elle aurait, je ne sais pas si c'est vrai, déconseillé aux victimes de recourir au service d'un avocat. Alors je cite le communiqué de ces avocats: déconseiller aux victimes de se faire assister est proprement irresponsable quand on connaît la difficulté et la technicité des questions qui se posent dans une affaire de responsabilité médicale. Qu'est-ce que vous répondez à ces collectifs d'avocats? Je réponds les mêmes termes. Et je vais confirmer ce que disait Mme Julia, ma présidente, oui. C'est que au niveau défense des victimes, moi je préfère avoir affaire à un médecin de recours qu'à un avocat, même s'il est le droit de la santé. D'accord. Donc en gros, vous assistez bien sûr les patients qui se disent victimes d'une erreur médicale ou d'un accident médical. Vous les conseillez, donc voilà, on retrouve des médecins. Il y a pas forcément, vous estimez qu'il n'y a pas forcément besoin d'avocat au moment de ces consultations? Il n'y a pas besoin d'avocat. D'ailleurs, la loi a été faite justement pour ça. Hein, d'accord. Pour éviter les frais de tribunaux. D'accord. C'est l'avocat. D'accord. La loi existe pour ça. Et je vous dis, je répète, je préfère avoir affaire à un médecin de recours qui lui connaît les termes techniques et peut rentrer plus facilement dans les dossiers que ne le fait un avocat, même au droit de la santé. Oui, je partage. Hein. Oui. Richard ? Oui, Monsieur Chevalier a raison, parce que lorsque tu présentes un dossier avec des termes médicaux, l'avocat est dépassé par ces termes. D'accord. Il est capable, si tu veux, de défendre le dossier, mais pas de la même façon qu'un médecin recours, où lui va pouvoir argumenter plus facilement les conséquences de l'acte pour la victime. Ouais, c'est plus facile pour lui. Depuis votre existence, depuis 1986, est-ce que vous avez une certaine reconnaissance auprès des institutions? On peut penser à l'ARS ou aux hôpitaux. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes plutôt bien perçu? Est-ce qu'ils vous accueillent? On est très bien perçu devant les instances de la France. Nous-mêmes, l'Aviam est agréé par le ministère de la Santé. D'accord, vous avez reçu l'agrément. 2006. D'accord. Dans ce titre-là, donc, la présidente est dans plusieurs commissions sur Paris. Fait des émissions aussi pour défendre les intérêts de l'Aviam et surtout les intérêts des victimes. Moi-même, je suis élu à la CLAMET à Paris, à la Commission nationale des accidents médicaux. D'accord. Donc, et tout ça se fait parce qu'on est agréé par le ministère de la Santé. Et est-ce que vous avez des bons rapports, j'allais dire, avec les services hospitaliers que je sais pas, par exemple, je sais qu'il y a des comités d'éthique qui sont en place maintenant. Oui. Est-ce que, par exemple, on vous a demandé d'entrer dans des comités d'éthique pour discuter de ça? Tout à fait. Alors, simplement pour moi, pour vous dire que je suis pratiquement dans 24 commissions. Pardon, j'ai pas entendu. Je suis dans 24 commissions. D'accord. Dans les instances hospitalières. Vous arrivez à... Oui, j'essaie d'assumer. Je suis surtout sur l'Ariège, puisque c'est mon département d'origine. D'accord. Donc, je suis dans les commissions des usagers, dans les commissions d'infection nosocomiale, dans les comités de pilotage, dans les comités éthiques. D'accord. Et bon, puis j'en passe. Qu'est-ce que vous proposez, vous, par exemple, au nom de l'Aviam, quand vous êtes dans ces commissions, que ce soit le comité d'éthique ou ces commissions? Le but des commissions, le but de la CRUC, c'est justement de défendre les intérêts des victimes quand ils ont un litige avec les hôpitaux. Et aussi, on a aussi un autre aspect de la vision de cette CRUC, c'est la qualité. Donc on est là pour apporter aussi quelques éléments pour assurer la qualité. Et une qualité qui démarre de l'accueil jusqu'au pied du lit de l'hôpital. D'accord. Et est-ce que les services hospitaliers vous renvoient pas un peu dans vos buts en disant ça nous regarde, c'est pas... pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Vous participez pleinement. Non, mais de toute façon, les commissions sont de la loi. C'est la loi. D'accord. Non, mais il y a des commissions qui sont créées qui finalement brassent
parfois non, beaucoup d'air. Ils sont obligés d'avoir des commissions, et puis on est obligé d'apporter, chaque année, on doit apporter des éléments nouveaux aux ARS de notre production et de nos qualités. Est-ce que vous avez des exemples peut-être précis ou concrets de réalisations que vous avez pu mener à bien dans ces commissions? Il y a souvent, dans les hôpitaux, on trouve souvent le fléchage qui est mal fait. D'accord. Le fléchage pour aller sur un site, pour aller en gynécologie, pour je ne sais où. D'accord. Il y a, ça, c'est un aspect de la qualité aussi. Hein. D'accord. Il y a souvent aussi l'accueil aux urgences, l'accueil proprement dit de l'hôpital. Quelquefois, eh bien, les personnes, je sais qu'elles ont du travail, mais ont tendance aussi quelquefois à balader les personnes. Tout ça, on y veille, nous y veillons. Donc vous ne traitez pas forcément spécialement vous n'êtes pas, on va dire, en aval après l'accident, mais vous essayez aussi de travailler en amont. Ah oui, tout à fait. Tout ce qui est accueil. Le but de la commission des usagers aussi, c'est de défendre, quand il y a un litige avec l'hôpital, c'est de défendre aussi les intérêts, dans la mesure où c'est défendable, bien sûr, hein, de défendre les intérêts de la victime. D'accord. Donc là, les médecins pourraient être un peu réticents en disant, mais de toute façon, la VIAM, ils sont pour la défense des patients. Et est-ce que ça vous est arrivé aussi parfois d'être en accord ou de partager les points de vue ou les propos de médecins, de chirurgiens ou d'obstétriciens? On va dire non, je ne suis pas en désaccord avec les médecins parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Il y a des dossiers où on ne peut rien faire. C'est ce que je disais à M. Rivas. Il y a des dossiers où on ne peut absolument rien faire et puis c'est parce que ça s'est passé comme ça. D'accord. Mais par contre, il y a des dossiers où on va au carton, on va vraiment, des fois au crash avec les médecins. Mais ça, c'est le but de la manœuvre. C'est notre dada. Toi, Richard, en tant qu'infirmier, donc tu as travaillé dans différents centres hospitaliers. Dans ton parcours, est-ce que tu as vu des changements? D'abord, est-ce que avant, tu ne savais pas trop qu'AVIAM existait, mais est-ce que justement ces modifications entre la charte d'hospitalisation, l'accueil, le fléchage, etc., est-ce que pour toi c'était quelque chose de fondamental? Est-ce que tu y prenais soin, on va dire, dans ton milieu professionnel? Non seulement on en prenait soin, mais en plus on notait les dysfonctionnements, on les faisait remonter aux commissions pour améliorer justement la qualité. Donc toi-même en tant qu'infirmier, tous les acteurs de l'hôpital sont sollicités et font remonter les dysfonctionnements pour qu'on puisse améliorer le confort des patients. C'est assez récent ça dans le monde médical français, de cette préoccupation des patients. On demande même aux patients de rédiger à la sortie de l'hôpital, il y a une enquête sur la qualité et on y tient, c'est anonyme, hein, on en tient compte et on essaye d'améliorer tout à fait la qualité. Alors est-ce que ça date de longtemps? Moi, de mémoire, dès 2000, je pense, il me semble que depuis 2000-2002, on est acteur de la qualité des établissements de santé. Hein. D'accord. Ouais. Donc demander systématiquement l'avis aux patients, rédiger, leur présenter une charte, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque je vais me faire un peu l'avocat du diable, hein, mais de victimisation potentielle des patients, de les mettre sur un statut un petit peu équivalent, et puis finalement de laisser imaginer ou croire ou de légitimer le fait que on ne peut pas avoir confiance comme ça dans les autres. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, une sorte de victimisation qui permet qui aboutirait à une rupture de confiance entre moi j'ai confiance dans mon médecin, etc. J'ai pas envie spécialement de me noter de 0 à 10. Depuis qu'on intervient de la sorte auprès des patients et des acteurs, on sent qu'on rassure davantage les patients en fait. Hein. D'accord. Ils sont amoindris, affaiblis. Pour toi, ils ont besoin d'être rassurés. Oui, tout à fait. Ils ont besoin d'être maternés entre guillemets, hein, maternés. Et le fait de venir voir un patient et leur demander si leur séjour s'est bien passé, la qualité de l'alimentation, des soins, du personnel, etc., c'est important. Ouais, si c'est important. Vous partagez ces propos? Oui, c'est pour revenir un peu sur les dires de M. Rivas. On donne maintenant des questionnaires de sortie. Donc ils peuvent répondre. C'est vrai que le questionnaire de sortie, on a un retour un peu pas très important, mais on l'a quand même ce retour.
D'accord. Et on s'aperçoit quand même qu'on a quand même de bons résultats. Et qui traite ces... Parce que c'est facile de faire 50 millions d'enquêtes, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces enquêtes? C'est les commissions qui traitent. D'accord. Et vous en tirez quelque chose souvent? Oui, après toutes ces statistiques sont référées et repartent devant les ARS et devant les instances. Et permettent éventuellement de faire évoluer les choses. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut savoir, il y avait une fâcheuse... Bon, c'est un exemple tout bête. Hein, je me souviens, en 2000, on avait pour habitude, et c'était beaucoup plus rapide, de dire bah, écoute, tu as un soin à faire à la chambre 42, tu passeras voir la chambre 33, et on ne mettait pas de nom de patient. Je me souviens, c'était. Voilà. Et tu as vu la 2, tu as vu la 3, et c'était fortement désagréable. Et maintenant, dans tous les hôpitaux, moi maintenant, tous les hôpitaux où j'ai pu travailler, c'est Madame Intel, Madame X, Madame Y. Voilà. On n'est plus des numéros, les patients ne sont plus des numéros. Il y a une charte qui existe, c'est la charte des patients qui existe. Donc on est obligé de s'y tenir. Et puis vous savez que de plus en plus les instances nationales, ministère de la Santé et d'autres, insistent sur maintenant les représentants des usagers. On a de plus en plus d'importance dans les hôpitaux. Hein. Alors toujours dans mon côté avocat du diable, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'évaluation, vous voyez ce que je veux dire, d'évaluation quasiment des médecins, qu'on pourrait imaginer, parce que là, ces questionnaires, c'est sur la qualité des soins, etc., mais on peut aussi assister à un glissement. Est-ce que c'est au patient de noter son médecin, entre guillemets? Oui, un peu, c'est un peu ça. On s'aperçoit quand même que les patients sont un peu dans des réponses un peu basiques. Oui. Les questionnaires, on tourne toujours autour de la télévision, des repas. Là, j'imagine. On ne veut plus la purée de carottes. De l'accueil, quelquefois le bruit dans la nuit, le sommeil, la fumée. Ouais. Après, au niveau, quand il y a vraiment un problème avec le médecin, là, il y a quand même un courrier qui se fait. Ça reste plus dans le questionnaire. C'est un courrier qui va directement au président. D'accord. Et après, on le discute dans la commission des usagers. Parce que j'imagine qu'on peut aussi avoir des réponses très contradictoires dans ces enquêtes qui permettent pas forcément de tisser une généralité dans un... Tout à fait. Si on a 3 ou 4 questionnaires dont une réponse revient régulièrement, on va s'inquiéter, on va forcément enquêter. C'est sur le médecin, hein. C'est déjà arrivé. Hein. C'est récurrent. Il y avait des médecins qui étaient fortement désagréables vis-à-vis des patients, et voilà, donc Alors j'ai ici un texte de monsieur Belèche, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, non, c'était dans une revue, c'est sur le site de l'Aviam, la revue Singoff, numéro 40, qui revient sur l'affaire de Lyon. Donc c'est en 1991 où un obstétricien, suite à un mélange de dossiers, je sais pas quoi, a perforé la poche la membrane d'un œuf de 20 semaines en pensant qu'il devait enlever un stérilet. Donc là ça a été une affaire qui a fait avancer un peu le schmilblick, on va dire. Et donc ça se termine par l'avenir nous dira si l'éthique ou le droit prévaudra en la matière, mais on peut confirmer que la justice n'est pas juste et que de toute façon elle ne juge pas en équité. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette phrase un peu dure quand même? C'est un peu dur comme conclusion, mais ça reflète un peu la réalité de toute façon. Hein. D'accord. Je ne vais pas encore me mettre les médecins à dos, mais vous savez, ni les juges. Ni les juges, mais bien souvent, on le voit quelquefois, un peu moins maintenant parce que ça a peu changé, mais dans certaines expertises, on voit la complicité. Quelquefois, tant pis, je veux dire, entre les avocats et quelques médecins. D'accord. Chose qui n'existe plus maintenant pratiquement. Ça s'est arrangé. C'est arrangé. Je pense que les experts sont relativement neutres, et les avocats, ce sont des avocats. D'accord. On n'a pas d'avocat ici, mais bon, on va pas... Ce qui est de paradoxal, c'est que l'Aviam a été créé par un avocat. Oui. Et que toute la famille de Maître Julia, il n'y a que les avocats. C'est pas pour cela quand même qu'on va les pour des raisons personnelles aussi, donc il y avait une histoire. Donc il y a le cadre législatif, même s'il n'est pas complètement, il peut être imparfait, de 2002. Quelles sont les revendications actuelles de l'Aviam? Qu'est-ce que vous voudriez encore modifier, améliorer? Eh bien, je pense que si on pouvait refaire la loi, maintenir la loi comme elle est, c'est très bien, c'est une bonne chose, une très bonne chose. Mais par contre, on a des critères entre guillemets de sélection qui sont un peu hauts.
On a par exemple le vide. Critères de sélection pour les dossiers, pour la prise en compte des dossiers. D'accord, ok. Logiquement, on peut présenter un dossier avec des critères suivants. C'est 6 mois d'arrêt de travail consécutifs ou 6 mois de l'année, ou 24% d'invalidité. Et maintenant, il y a aussi la perte de chance, c'est-à-dire la perte de l'emploi. Par contre, on a un vide juridique pour les retraités. Les retraités, on n'a pas d'activité de travail. Donc on ne peut pas d'abord se porter sur le critère de ça, c'est les critères qui existent dans la loi. Ça veut dire que les retraités ne correspondent pas du tout à ces critères-là. Il faut rechercher vraiment l'invalidité. Il n'y a que ça. Oui, les 24% d'invalidité. La perte de chance, ils n'en ont pas. 24%, je ne sais pas si c'est faible. Je ne me rends pas compte à quoi ça correspond. C'est important. 24%, c'est important. C'est important. Hein. D'accord. C'est un seuil important. C'est important. Hein. D'accord. C'est très important. Donc, vous estimez qu'il y a une sorte de vide juridique par rapport au. Oui, c'est important et c'est suivant l'activité de la personne. Si vous avez affaire à un menuisier, si il perd une main, pour lui, ça sera plus 24%, ça sera davantage. D'accord. Parce que pour lui, c'est la main. Je fais souvent référence au chirurgien qui va perdre un doigt, va être traité à 80%. Oui, d'accord. Pour moi ou pour M. Rivas, à 10%. Je ne sais pas si on les aura. Oui, tout dépend de la situation, l'emploi, de la profession. Donc là, le cadre juridique vous paraît à modifier. Non, à modifier pour certaines. Je trouve que les critères sont un peu hauts, quoi. Je pense que Maître Julia n'avait pas mis ses critères si haut. C'est le législateur qui a mis une échelle. Et c'est vrai que c'est 6 mois d'arrêt de travail, c'est difficile aussi. Donc quand on fait appel à vous, c'est à la fois pour traiter un dossier. Donc, vous voyez si le dossier peut être recevable ou pas en fonction de la loi, en partie. Vous accompagnez les familles dans la démarche auprès des instances. Et puis, il y a aussi le côté indemnisation qui est un volet qui vous paraît important. Pourquoi ? Parce que l'indemnisation était insuffisante. C'est quoi les seuils d'ailleurs ? Qui fixe les seuils ? Comment ça se passe ? Je pars pour principe. Depuis que je suis à l'association, je prends le dossier du début jusqu'à l'indemnisation. D'accord. Et donc, tout le parcours qui peut se situer avec expertise et tout, donc malheureusement, je n'y vais plus, parce que je ne peux pas être jugé parti. Oui, oui. Ça m'a été enlevé. Après, je suis à la clamette, donc je ne peux pas, il n'y a pas de souci. Mais par contre, après, je suis le dossier jusqu'à la fin. Et si l'indemnisation me paraît pas correcte, parce qu'il y a aussi des critères des indemnités, il y a des barèmes pour le presium doloris, pour pas mal de choses, des barèmes. Et donc, quelquefois, je vais mettre peut-être les assureurs à dos, mais les assureurs font un pactage et on n'a pas le détail. D'accord, on ne sait pas exactement à quoi correspondent. On reprend les pour voir. On reprend tous les dossiers avec ce qu'on doit payer, les préjudices. D'accord. Là, on a des barèmes, ou le barème de l'ONIAM qui existe. Parce que c'est un peu compliqué quand même. Est-ce qu'il y a des jurisprudences par rapport à est-ce que telle ou telle erreur médicale, c'est telle indemnisation, ou est-ce que ça dépend aussi de la profession ? Il y a des jurisprudences. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples assez singuliers de dossiers que vous avez suivis, que vous avez gagnés, enfin remportés, ou pour lesquels la lutte a été difficile ? Non, des dossiers, c'est vrai que des dossiers, on a beaucoup de résultats, heureusement. Oui. Je sais qu'un de mes premiers dossiers que j'ai traité avec la loi du 4 mars 2002, c'était un dossier de Perpignan. C'était un dossier pour c'était pas un staphylocoque, c'était le syndrome de la queue de cheval, pour une dame. Alors, expliquez-nous un peu le syndrome de la queue de cheval. Le syndrome de la cheval, c'est pour une dame, c'est quand même c'est un syndrome qui est vraiment invalidant à tous les niveaux, je veux dire. Allez-y, parce que... Au niveau sexuel, à tout niveau. Une paralysie ou quoi ? C'est quoi ? Paralysie du bas de... D'accord. C'était l'anesthésiste ? Là, je ne sais pas, je pose une question. Non, c'était pas l'anesthésiste, c'était une reprise de matériel. D'accord. Et il y a eu, il a une lésion. Qui a causé une invalidité. Le syndrome de la queue de cheval, même pour un homme, c'est embêtant. D'accord. Donc cette patiente, elle ressort. Voilà, et donc là, est-ce que l'hôpital lui avait à ce moment-là, rien lui était proposé ou comment ça se fait ? Il y a deux solutions. Dans la loi du 4 mars 2002, il peut y avoir deux solutions. Où il y a faute du chirurgien et c'est l'assurance qui va payer. Mais qui reconnaît cette faute ? Est-ce que c'est le chirurgien qui va dire j'ai fait une faute ? Vous savez que dans le parcours de la commission, il y a la présentation du dossier. D'accord. Si le dossier est recevable en fonction des critères. Donc il faut que le patient
constitue ce dossier. Oui, d'accord. Enfin, en principe, c'est nous qui le constituons. Oui, en allant à la VIAM, ok, d'accord. Tout ce qui est comme document. Donc, il y a des critères de sélection, on rentre dedans. Ce dossier est envoyé donc dans les commissions qui, eux, parcourent avec le staff médical, parcourent le dossier. Et donc, ensuite, nomment un expert. D'accord. C'est l'expert qui va faire l'expertise médicale et l'expertise sur papier, qui fait qu'il va sortir des soucis pour indemniser. D'accord. Et si suite à ces indemnisations, la commission se réunira sur Toulouse ou sur Bordeaux, il y a des commissions spéciales, qui eux vont valider ou pas valider l'expertise. Mais bien souvent, c'est vrai que la commission valide les dires de l'expert. D'accord. Donc l'expert va évaluer le précium de l'oris, par exemple, la douleur. Oui. La douleur, il y a plusieurs. C'est encore difficile à. L'IPP, la capacité. Il y a l'IPP, il y a l'ITP, il y a la capacité permanente. D'accord. Il y a temporaire. Le précision de l'oris. Il peut y avoir le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément. La perte de chance. La perte de chance. D'accord. Mais tout ça, c'est des échelles qui sont difficilement. Il y a le curseur à mettre à un niveau qui n'est pas toujours évident. Qui va mettre le curseur. Voilà. D'accord. Et donc on a un catalogue pour chiffrer justement tous ces préjudices. Depuis que vous êtes investi dans l'association, vous avez plutôt le sentiment qu'il y a une plus grande prise en compte de ces dossiers ? Je pense surtout que les hôpitaux ont pris quand même savent à quoi ils s'engagent. Et donc, il semblerait qu'on soit rentré dans un système qui est maintenant connu et qui n'affole personne, on va dire. On sait très bien que les commissions, et bien souvent d'ailleurs, les hôpitaux préfèrent faire une commission qu'à faire devant les tribunaux. Oui. Parce que pour eux, ça engage quand même des procédures qui font beaucoup de balles. Oui, et puis en plus, la judiciarisation à l'anglo-saxonne n'est pas forcément pertinente. Exactement. Moi, j'ai une question à te poser qui m'a été posée. Tu peux poser une question, Richard, vas-y. Merci. Qui m'a été posée aux dernières interviews. Il me demandait s'il y avait une inégalité au niveau des interventions, au niveau géographique. Est-ce que, par exemple, si j'habite en Bretagne, je risque de... Il y a plusieurs erreurs médicales dans telle ou telle région, ou est-ce que c'est assez bien réparti ? Non, c'est assez bien réparti. Si on peut dire ça comme ça. Le plus gros des problèmes, c'est surtout les infections nosocomiales, où on en traite quand même, je sais qu'il y a à peu près dans les 800 000 infections nosocomiales sur le plan national à l'année. Donc ça a doublé. Ah oui, 800 000 infections nosocomiales. Tout à fait. C'est énorme. Hein. Par contre, on s'aperçoit qu'au niveau indemnisation, on n'indemnise pas beaucoup d'infections nosocomiales. D'accord. Et comment vous expliquez ce doublement ? Est-ce que parce qu'on s'en rend mieux compte ou est-ce qu'il y en a vraiment plus ? On va dire que les victimes quand même maintenant connaissent. Parce qu'on pouvait avant... Les médias on fait quand même pas mal dans les émissions de télévision, dans les journaux, dans les revues, on parle beaucoup maintenant des infections nosocomiales et tout ce qui peut y avoir. Donc il n'y en a peut-être pas forcément plus qu'avant, mais le patient se rend compte. D'accord. Et maintenant, il faut dire aussi, à l'époque, j'ai connu ça puisque j'ai quand même un certain âge, à l'époque, le médecin traitant, c'était le médecin de famille. Oui. Et c'était vraiment, on parlait que c'était le dieu, mais c'était la personne, c'était le référent. Comme l'instituteur du village. Alors que maintenant, docteur ou pas, on se plaît à l'attaquer. On n'a plus de soucis pour... Une remise en question de l'autorité et de la légitimité. D'accord. Ce qui peut, c'est un autre débat. Oui, tout à fait. Et donc là, on a parlé de Richard. Ta question, c'était à l'échelle nationale, mais vous-même, à l'échelle du Grand Sud-Ouest, est-ce que vous pouvez établir une cartographie, sans pointer du doigt forcément tel ou tel institut ou centre hospitalier, mais une cartographie des erreurs médicales ? Moi, bien souvent, puisque les gens savent que je suis... Ton micro. Que je suis infirmier de bloc opératoire, bien souvent il y a des gens qui me posent toujours la même question. Richard, j'ai un tel qui doit se faire opérer de telle intervention. Je vais où ? Ouais, je vais où ? Je le dirige vers où ? C'est vrai souvent, très souvent. On va dire qu'il y a des cliniques qui sont, je vais employer des termes un peu barbares, qui sont un peu mafrées. Pas peut-être parce qu'il y a de mauvais chirurgiens, mais bon, c'est comme ça. Il y a bien, je vois sur les PO par exemple, il y a une ou deux cliniques, on sait qu'il y a des problèmes dessus. D'accord. Sur des gros centres comme des CHU, forcément il y a des problèmes, parce que même avec des professeurs de renommée, il y a des soucis. D'accord. Quand je travaillais au bloc opératoire à Bergerac,
les médecins, donc les médecins généralistes du Bergeracois, conseillaient fortement aux patients d'aller se faire opérer sur Bordeaux au Périgueux. Et je trouvais ça, enfin moi j'étais très très en colère parce qu'on avait, nous à l'époque, des chirurgiens qui étaient très compétents. Peut-être pas gentils entre guillemets ou agréables, mais ils opéraient correctement, ils avaient un gros souci de qualité. C'est ce que j'allais dire, il y a énormément... Et donc si tu veux, le gros souci, et je me souviens en 2005, on a eu très très peur, c'est-à-dire qu'il y avait l'hôpital de Périgueux qui voulait phagocyter l'hôpital de Bergerac. Et on voulait garder simplement le pôle mère-enfant, la gynécologie à Bergerac. Alors j'invite, si les gens me regardent cette émission, j'invite les médecins généralistes à méditer parce que voilà, si on continue sur cette voie-là, un jour, pour X raisons, on devra se faire opérer très loin de Bergerac alors qu'on a des chirurgiens. Voilà, c'est la question que je voulais aborder. Le problème que je voulais aborder, c'est que en faisant cette évaluation des centres hospitaliers, parfois de façon subjective ou pas d'ailleurs, ça peut aussi servir de logique à une réorganisation de la carte hospitalière qui peut aussi vider des territoires de certains services. Le problème, c'est que c'est peut-être pas nous, c'est pas nous qui le voulons, mais c'est surtout politique. Politique. Ouais. Politique. Là, je sais que on tend actuellement vers une région. Tous les petits hôpitaux avec les fusions vont disparaître. Pas à court terme, mais à moyen terme. Est-ce que ça pourrait être un des chevaux de bataille de la VIAM de dénoncer la déstructuration Non, c'est pas de notre ressort. Je pense qu'il y a quand même des politiques régionaux et des politiques départementaux qui peuvent faire la synthèse. Mais bon, c'est comme ça. On y tag, parce que D'accord. De plus en plus, les hôpitaux sont tous déficitaires. Tous déficitaires. Si vous trouvez un hôpital qui est créditeur, il faut le dire, parce que c'est pas le cas. Des exceptions, mais enfin, c'est comme ça. Ce qui fait que on essaie de compresser, on va dire. Le problème, c'est que en travaillant comme ça, moi je parle par exemple de l'Ariège, où on a quand même des petits villages dans la montagne, et il y a des endroits pour aller d'un lieu au CH, il faut pratiquement 3 quarts d'heure. C'est la vie qui l'on joue. Oui. Alors qu'il y a des hôpitaux pas loin, mais qui sont fermés. Parce que les services publics de santé doivent effectivement répondre aux besoins de la population, notamment par rapport à vos objectifs, mais aussi en termes d'accessibilité aux soins. Donc ça, c'est un peu lié quand même, cette histoire. Richard, tu répondais quoi, toi d'ailleurs? Parce que on m'a dit, on me posait souvent la question. Bon, toi, tu étais un peu jugé parti parce que tu étais à l'hôpital de Bergerac. Qu'est-ce que tu répondais? Sans difficulté aucune, je répondais sincèrement. C'est-à-dire que moi, j'ai des référents en matière de chirurgie, j'ai des gens que j'apprécie au niveau qualité, au niveau travail, et j'hésite pas à donner des noms de chirurgiens avec qui j'ai travaillé et que je connais bien. Et c'est pas de la publicité, hein, c'est vraiment des gens qui ont vraiment un sens de la qualité. C'est ce qui se passe pour n'importe quelle personne. Quand on doit se faire X ou X examens, on pose la question. Alors, c'est qui le meilleur? Je vais chez qui? Je vais dans quel... une sorte de meilleur. Mais souvent, c'est la question qu'on va poser. Alors, non, je vais pas à tel endroit parce que c'est pas bien, ou ils vont mal faire le boulot, etc. Par contre, je défends énormément l'hôpital de Bergerac. Enfin, maintenant, j'y suis plus depuis 2006, mais je défendais parce qu'on gérait toutes les urgences du bassin. Toutes les urgences venaient à l'hôpital. La clinique Pasteur, à 18h, c'était fermé. Ouais. Et d'où aussi les X histoires de personnes qui disent qu'ils ont été mal reçus aux urgences. Tout à fait. Moi, je le faisais. À l'époque, quand on était de garde, on faisait 37 heures le week-end. Rien qu'avec les urgences. Donc, oui, c'est sûr que les urgences étaient sursaturées. Donc c'est sûr que les gens se plaignaient. Ce qui peut aussi provoquer peut-être des erreurs. Le problème des urgences, surtout, c'est qu'actuellement, je le vois sur certaines contrées, c'est que les médecins de campagne ne font plus ce que faisaient les médecins avant. C'est vrai aussi. À l'époque, un point de suture, on le faisait. Oui. Maintenant, urgence. Je parle de l'Ariège parce que je connais bien le département de l'Ariège. Le centre hospitalier, quand il a été construit il y a 10 ans, faisait 15 000 entrées. Actuellement, on en est à 33 000. Et parce que, je vous dis, les médecins, maintenant, midi, 7 heures, et puis c'est fermé. On ferme. Donc, allez directement aux urgences. Et pour la première fois,
j'ai vécu des moments où les patients étaient très violents, très agressifs et très... Parce que tu ne répondais pas à leur demande assez vite ou d'accord. Parce que leurs critères. L'attente est trop. Parce que trop tout le monde, voilà. C'était d'ailleurs, c'est la première fois où je voyais des affiches dans les hôpitaux où on dénonçait cette violence des patients à l'égard des praticiens. Mais elle existe toujours. Hein. Oui, elle existe toujours. Et de plus en plus. Mais je me souviens en 2000, il n'y avait pas ce problème de violence. D'accord. Maintenant, elle existe. Alors pour en revenir au dossier, tout à l'heure je parlais de dossier singulier. Est-ce qu'il n'y a pas une singularité avec tout ce qui concerne la chirurgie plastique? Alors évidemment on pense aux prothèses mammaires PIP. Est-ce que vous avez eu à traiter ces dossiers par exemple? Alors, je vais vite répondre. J'ai pas voulu prendre de prothèse PIP. Pourquoi vous n'avez pas voulu prendre les prothèses PIP? Parce que je me suis rendu compte que dans tous ces dossiers, prothèses PIP, Mediator, et j'en passe, on est un peu dans le vague complet. Moi, j'ai présenté peut-être 50 dossiers à Mediator. Les experts ont trouvé, les parades pour ne pas en prendre un. J'ai pas un dossier qui a été pris en charge. Quoi, pression des laboratoires, pression politique? Non, je sais, je pose des questions. Parce que c'est quand même grave, c'est quand même gravissime ce qui s'est passé. Oui, c'est peut-être gravissime, mais c'est comme ça, c'est vraiment la panique à bord avec ces histoires-là. D'accord. Et donc, est-ce que la chirurgie plastique, c'est un gros pourcentage dans vos dossiers? Alors, la chirurgie plastique, pratiquement, les commissions ne la prennent pas. Malheureusement, ah bon? ça va venir certainement. Et moi, je fais ça je traite les dossiers à l'amiable. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'écris et puis après l'assurance fait le nécessaire. D'accord, donc ça se passe hors commission souvent. Ça se passe hors commission, oui, c'est la façon aussi de faire une approche des victimes aussi. Très bien. Voilà, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur l'actualité de l'association? Non, j'aurais voulu revenir un peu sur les commissions, parce qu'on s'est arrêté en route, on a pris notre disposition. D'accord. Pour parler de l'indemnisation surtout. Oui. Alors, parce qu'il faut faire la différence, pour vous dire que quand il y a faute donc reconnue et avérée, c'est donc l'assurance qui paye. Par contre, si c'est un aléa, chose que c'est quand même le bien de la commission maintenant et de cette nouvelle loi, c'est donc l'ONIAM à Paris qui paye. D'accord. C'est sous le cadre de la solidarité nationale. D'accord. Voilà. L'ONIAM qui est financé par l'État, on ne sait pas sur quelle ligne. Et si l'assurance, ce qui peut arriver quelquefois, refuse de payer, même s'il faut qu'il paye, eh bien on fait appel à l'ONIAM qui le prend en charge. Et l'ONIAM se retourne donc, contre l'assureur avec des pénalités de 15%. D'accord. Ce qui arrive souvent d'ailleurs. D'accord. Donc là, entre faute et aléa, il y a une frontière qui est importante. La faute, c'est. Surtout, savoir qui va payer. Maintenant, on appelle ça la faute fautive et la faute non fautive. Ah, c'est intéressant ça. Oui, alors c'est ce qui fait que quand M. Rivas trouvera ce terme, pour faire comprendre à une personne qui a une faute non fautive, c'est assez difficile. La faute non fautive et la faute fautive. La faute non fautive, c'est l'aléa. Mais c'est très difficile justement à faire entendre des personnes. Faute, aléa, risque, voilà, tous ces mots qui sont importants. C'est l'avantage de cette commission, de cette loi, qui maintenant indemnise même l'aléa, la faute non fautive. Très bien, donc une bonne avancée. Dernier mot peut-être sur l'actualité? Non, il n'y a pas d'actualité particulière concernant la VIAM. Est-ce que vous voulez jouer les sergents recruteurs pour le Grand Sud-Ouest pour être un peu plus tranquille? Eh bien oui, je compte quand même sur M. Rivas pour faire prospérer ce secteur. Le 47, qui est déjà quand même prospère, parce que je m'en suis quand même occupé un peu. Mais je pense qu'avec quelqu'un dessus, il y aura quand même un élan, parce que on a besoin de nous. On ne cherche pas, heureusement, il ne faudrait pas le chercher, parce que c'est preuve qu'il y a des problèmes. Mais quelqu'un déjà sur le secteur, c'est déjà plus abordable. Et puis bon vent à M. Rivas. Beaucoup. Je serai toujours là derrière lui. On a rendez-vous avec un patient à 14h. Voilà. Ah, donc c'est parti, ça commence. Donc aviam.org si je ne fais pas d'erreur. Et puis pour les Périgourdins, plutôt, donc, Bergeracois, enfin Périgourdin d'ailleurs, parce que c'est Aviam 24. Il n'y a pas d'antenne à Périgueux. Donc pour l'instant, c'est Bergerac, Maison des Associations, tous les mercredis soirs, une permanence de 18h à 20h. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.